Alors aujourd'hui, du coup, on se retrouve donc pour tout comprendre de WordPress en 45 minutes. Pour moi, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment que vous sortiez avec des choses actionnables à faire, vraiment d'avoir levé les doutes et puis les choses qu'on pense hyper difficiles sur WordPress et qui ne le sont pas tant que ça. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Lou me les remontera et puis moi je prendrai un moment évidemment à la fin pour toutes les retraiter si jamais il y en a qui sont passés à la trappe. Pouf. Alors du coup, je me présente très rapidement. Donc moi, je suis Léopoldine, je suis fondatrice de WebMyDay. Je vais vous expliquer ensuite très rapidement ce qu'est WebMyDay. Et puis moi, avant d'être fondatrice de WebMyDay, j'ai surtout été prestataire web pendant 3 ans, avant d'avoir envie de partager mes connaissances. Donc évidemment, c'est un monde que je connais plutôt bien. WebMyDay aujourd'hui c'est un organisme de formation, hein. Alors je prends ma catchline, l'école pour tous les apprentis super-héros du digital. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des programmes de formation sur 2 à 3 mois, hein, ça dépend de l'avancée des enfants et du rythme de chacun, pour vous aider à être autonome sur les métiers du digital. Donc aujourd'hui en première formation, voilà, qui est vraiment notre bébé depuis 3 ans, il y a la WordPress. On va avoir la formation référencement aussi, hein, dont on parlait un petit peu dans les commentaires, et graphisme. Donc en gros, tout ce dont vous avez besoin, soit pour vous lancer à votre compte, hein, en tant que freelance accompagnement digital de PME, soit quand vous lancez même une entreprise, hein, et que vous avez besoin d'une bonne présence dans le digital. Voilà, donc vous avez ces 3 parcours. Quelle que soit la formation choisie, on a toujours le programme d'accompagnement sur 2 mois, les vidéos e-learning accessibles à vie, un formateur attitré qui est super sympa et qui est vraiment là pour vous aider, un support en moins de 24 heures, donc support pédago, hein, pour vous aider pendant même après la formation, et surtout ce que je préfère chez WebMyDay, la communauté d'entraide hyper bienveillante avec tous les alumni, donc ils sont quasi 600 maintenant, donc ça fait aussi un bon vivier de personnes avec qui partager ses doutes, ses angoisses et ses galères. Un dernier petit mot, ce sont des formations qui sont certifiantes, donc finançables. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je pense que tout le monde connaît un petit peu mon compte formation Pôle emploi. Je pense que chez Abi, vous avez pas mal d'auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, si vous ne connaissez pas les 3 derniers sigles, FIFPL, AGFIS, FAFCA, je vous invite à aller voir le webinaire que j'ai fait avec Super Indep à ce sujet-là, qui vous expliquera les droits formation que vous avez en tant qu'auto-entrepreneur. Ceci étant dit, je vous propose qu'on passe au sujet qui nous intéresse tous, c'est-à-dire WordPress. Donc, un webinaire en 3 temps avec 2 premières parties un peu théoriques et vraiment une 3e partie pratique où vraiment on va aller mettre les mains dans WordPress et démystifier un petit peu cette interface qui fait peur à tout le monde. Donc sur ces 3 parties, je vous propose une première partie sur la mise en ligne du site web. Même si votre site est déjà en ligne, histoire de comprendre ces concepts web, l'hébergeur, le serveur, etc. Comment est-ce que tout ça s'articule et qu'est-ce que vous avez acheté ou peut-être la personne à qui vous avez délégué la création de votre site web, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour mettre en ligne ce site web. Que vous ayez déjà le site en ligne ou pas, c'est hyper important. Si vous ne l'avez pas en ligne, forcément, c'est les premières étapes pour le mettre en ligne. Mais si vous l'avez déjà en ligne, il s'agit aussi ici de comprendre comment ça a été architecturé pour ensuite venir corriger si jamais il y a des bugs. Ensuite, on va regarder l'installation et le lancement de WordPress, comment ça se passe concrètement, de quoi vous avez besoin. Là, ça fait partie des moments où on va un peu démystifier les pain points de WordPress. Et puis, comme dit, du coup, cette 3e partie pratique où on va se rendre ensemble sur WordPress et on va commencer un petit peu à regarder l'interface et à la décortiquer ensemble. S'il n'y a pas de questions d'ici là, je vous propose qu'on commence avec la partie 1. Donc, mise en ligne du site internet, comment faire? Il n'y a pas de questions? Tout le monde va bien? Si pas de réponse, c'est que tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Alors, du coup, mise en ligne du site, comment faire? Voilà les 4 choses dont vous avez absolument besoin si vous souhaitez mettre en ligne votre site internet. Alors évidemment, là, je l'ai un peu plus spécialisé sur WordPress, mais en gros, si là vous êtes à l'étape j'ai pas de site, ou j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, j'ai déjà ma fiche Google My Business, je cherche à créer de la visibilité, voilà la checklist des 4 choses que vous devez avoir à la fin de ce webinaire si vous voulez commencer à travailler sur votre site internet. Le numéro 1. Alors je vous rassure, chacun de ces points-là, il y aura une slide, hein, on va venir les regarder tous ensemble. Donc, point 1, le nom de domaine, un nom simple, facile à retenir. Numéro 2, la formule d'hébergement, c'est souvent à ce moment-là que moi j'en perds quelques-uns. Donc la formule d'hébergement, un peu d'espace web pour stocker vos contenus. Numéro 3, un CMS. CMS, pareil, on le redéfinira, mais prenons là une définition ultra vulgaire.
un logiciel qui vous permet de créer un site sans coder. Voilà. Donc, sauf si vous avez envie de coder, mais si vous n'avez pas envie de coder, je vous recommande vivement d'avoir cette partie 3, donc le CMS. Et si vous bossez sur WordPress, numéro 4, vous allez avoir besoin d'un thème WordPress. Pareil, on le redéfinira ensemble, mais gardez en tête dès maintenant, thème WordPress, ça va surtout être des fonctionnalités, la façon dont le site peut être modifié, et de temps en temps un look prédéfini, mais pas forcément, donc on y reviendra. Alors, le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est super simple. En fait, c'est une adresse qui permet aux internautes de trouver votre site web facilement. En fait, lorsque vous créez quelque chose sur le web, il va falloir le mettre sous un nom, et ce nom, en fait, en ordinateur, en langage ordinateur, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle une adresse IP. Donc en fait, votre site, il est trouvable à une adresse IP. Donc là, par exemple, sur mon exemple, je vous ai mis l'adresse IP de la FNAC. Donc l'adresse IP de la FNAC, c'est 95 164, etc. Et en fait, le nom de domaine, c'est rien de plus qu'une traduction de cette adresse IP en langage humain. Parce que évidemment, si on se mettait à mettre ça 95.100 en bas de nos cartes de visite, ce serait un peu difficile en termes de conversion. Donc vraiment, le nom de domaine, c'est rien de plus compliqué qu'un emplacement quelque part sur le web, qui est normalement défini par une adresse IP, mais qui a été du coup transcrit en langage humain avec donc ce qu'on connaît, www.fnac.com. Donc Fnac, c'est le nom de domaine, donc lou.fr par exemple, le nom de domaine c'est lou, là le nom de domaine c'est Fnac, et en fait ici .com c'est ce qu'on appelle l'extension de domaine. J'ai pas fait de slide dessus parce qu'aujourd'hui on est très focus sur WordPress, donc j'aurais pas le temps de le définir plus que ça, mais gardez en tête que choisir son nom de domaine c'est choisir Fnac en fait, c'est vraiment choisir le nom, et ensuite on va choisir l'extension de domaine. Nous en France les deux plus utilisés, ça va être .com, .fr, donc .fr, France.com, international quoi, en gros. Si jamais vous avez des questions là-dessus, parce que je sais que parfois c'est un choix qui est un peu stressant, n'hésitez pas à les poser, on pourra regarder ça un peu plus en détail. Donc, nom de domaine, retenez, adresse simple qui permettent aux internautes de trouver votre site web facilement. Et en fait, très souvent, quand on débute et qu'on s'y connaît pas trop, on va se retrouver à acheter un nom de domaine, enfin à louer un nom de domaine, parce qu'en fait on n'achète pas un nom de domaine, mais on n'aura pas de formule d'hébergement. En fait, le nom de domaine n'est que la propriété de cette adresse IP qu'on a vu dans la slide d'avant. Mais si vous voulez, sur cette adresse IP, il n'y a rien de plus que la propriété d'un nom. Je vais faire un peu l'amalgame, mais c'est un petit peu comme quand vous déposez un nom de marque à l'INPI. Vous déposez les créations de Lou à l'INPI, c'est pas pour autant que vous déposez toute la structure du business model à l'INPI. Vous allez déposer le nom. Et en fait, c'est un peu pareil avec le nom de domaine. Vous déposez la propriété de cette adresse IP. Mais avec la propriété de cette adresse IP, vous n'avez absolument pas d'espace sur Internet pour commencer à travailler. Et en fait, cet espace sur Internet, c'est ce qu'on appelle une formule d'hébergement, un hébergement. Donc, l'hébergement web, c'est la mise à disposition d'un espace de stockage sur le web pour la publication, alors de sites Internet ou autre chose, d'applications web, etc. Mais bon, plus grossièrement, et surtout dans votre cas à vous, ça va être de sites Internet. Comment ça fonctionne? En fait, très simplement, l'hébergement web, ça va être un petit bout d'un serveur. Alors, serveur plus base de données. Le serveur, pour le vulgariser, c'est vraiment un énorme ordinateur qu'absolument aucun d'entre nous n'a chez lui, qui nécessite des ventilos, enfin vraiment des trucs un peu costauds pour le faire tenir debout. Et dans ce serveur, du coup, vous allez pouvoir avoir une petite place pour venir stocker vos contenus. Donc le CMS, vos photos, bon les photos vont dans la base de données, mais tout ce qui va être écrit lorsque vous allez éditer votre site web vont être stockés dans ce petit bout du serveur. C'est ce qu'on appelle un serveur mutualisé. Quand on grossit, qu'on a beaucoup de trafic sur son site web, on peut passer en ce qu'on appelle un serveur propre en fait. Vous avez votre propre serveur. Alors ce qui ne veut pas dire que vous installez l'ordinateur dont je parlais dans votre salon, ce qui veut dire que chez l'hébergeur, vous avez un serveur qui vous est dédié, serveur dédié. Mais vous, quand vous démarrez, partez sur une formule de serveur mutualisé, donc une formule d'hébergement, un contrat de location à l'intérieur de ce serveur, à l'intérieur de la maison. Mon conseil, du coup, j'y reviens, absolument, choisissez une formule qui va prendre l'hébergement et le nom de domaine. C'est hyper important pour deux raisons. La première, côté économique, ça va vous coûter beaucoup moins cher. La plupart des hébergeurs vous proposent des offres, nom de domaine offert, nom de domaine à moins 90%. Donc clairement, économiquement parlant, c'est ce qui est le plus avantageux. Mais même si on quitte la partie économique, ça va être beaucoup plus simple à gérer pour vous.
Je le sais parce que je l'ai beaucoup vu chez WebMyDay. En fait, c'est vrai que on a le réflexe d'aller acheter un nom de domaine, enfin d'aller louer un nom de domaine, hein. Donc là, si vous allez sur Google et que vous tapez nom de domaine, vous allez arriver, alors il commence à remonter, mais vous allez quand même arriver sur ce qu'on appelle des registrars. Et en fait, le registrar n'est pas un hébergeur. Le registrar, il est capable de vous donner la propriété du nom de domaine. Mais comme je disais tout à l'heure, cette propriété ne vous apporte pas d'espace web. Donc la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est je prends mon nom de domaine chez mon registrar, et puis je suis des tutos, j'arrive au webinar de Abby WebMyDay, et je me rends compte que j'ai besoin de cette formule d'hébergement. Et donc là, je vais aller voir un hébergeur. Et donc, je vais avoir mon espace web chez le prestataire B et mon nom de domaine chez le prestataire A. Et là, en fait, pour faire les liaisons, c'est hyper compliqué, surtout quand on est débutant. Il y a des liaisons de DNS à faire. Alors, quand on s'y connaît, voilà, c'est pas très grave. Mais quand on débute, je vous recommande pas de commencer votre carrière dans le web par cette manipulation. Donc vraiment, si vous le pouvez, prenez votre formule hébergement et nom de domaine. Je vous conseillerai tout à l'heure des hébergeurs. Alors on a une question de Jessica. Oui. De Pauline. J'ai choisi un nom de domaine pour ma société, mais le .com est déjà utilisé. Sauf que je ne trouve aucun site web pour le moment. Faut-il que je change le nom de ma société? Alors, c'est une excellente question, Jessica. Alors, plusieurs choses. Parfois, il y a des noms de domaine qui sont achetés et il n'y a pas de site dessus parce qu'en fait, ils veulent vous les revendre une fortune. Donc ça, c'est une première option. Ce qu'il faut faire, alors si votre .fr est disponible, pourquoi pas partir sur du .fr ou du .io ou du .co, hein, il y a d'autres extensions, mais ce qu'il va falloir absolument vérifier, c'est que ce site en .com, effectivement, n'apparaît pas dans les résultats de recherche Google. Je prends l'exemple, les créations de loups, par exemple, .com. Imaginons que ce site existe, que ce soit un beau e-commerce, que quand je tape dans Google les créations de loups, le site ressort avec 4 articles de blog dessus, 3 articles de presse. Et donc, si moi je crée les créations de loups.fr, alors même si juridiquement j'ai le droit, etc., en fait, en référencement, je vais avoir beaucoup de mal à remonter face à les créations de loups.com qui existent depuis des années et qui a eu de l'autorité de domaine. Donc, vraiment, la chose à vérifier, c'est est-ce que ce nom de domaine a valeur? Mais si vous me dites qu'il n'y a rien dessus, du coup, normalement, non. Et s'il n'a pas valeur, vous pouvez tout à fait partir sur un .fr ou un .co. Pour l'histoire, .co, c'est .colombie. Et en fait, beaucoup de gens le prennent puisqu'il n'y a plus de place en .com. Donc, le gouvernement de Colombie, vous pouvez lire sur Internet, a même fait des arrêtés parce que du coup, ils comprennent pas trop pourquoi tout le monde se met sur leur .colombie. Mais du coup, c'est une solution. C'est une solution. Après, si vous pouvez, le .fr reste quand même, enfin, ça dépend ce que vous vendez et si vous le vendez à l'international, mais le .fr reste quand même le plus recommandé, surtout quand on est sur une petite entreprise française, etc. Mais du coup, voilà la règle pour les autres qui pourraient se poser la question. Si quelqu'un d'autre est sur votre nom de domaine sans l'extension, vous pouvez tout à fait envisager de prendre le même nom de domaine et avec une extension différente, mais à condition vraiment de vérifier leur position dans les résultats de recherche et si vous allez pouvoir gagner des places ou si vraiment vous allez mettre des années et des années à les rattraper. J'espère que ça répond à la question. Pas de plainte. Bon, j'enchaîne alors. Alors, du coup d'œil sur les hébergeurs. Donc, les hébergeurs, il y en a beaucoup. Vous, en tant que débutant, vraiment, il y a une chose essentielle, enfin deux. Il y a deux choses essentielles qu'il va falloir que vous regardiez dans le choix de votre hébergeur. Le premier, ça va être la qualité du service client. Vous êtes débutant, vous allez avoir besoin de les solliciter, je vous le garantis, je sais, je suis passée par là. C'est hyper important d'avoir un service client sur lequel vous pouvez compter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en tant que débutant, ce qu'il va falloir regarder quand vous choisissez votre hébergeur, c'est la facilité de prise en main de l'outil. Il y a des hébergeurs aujourd'hui qui ont été pensés pour des professionnels. Alors sans vouloir passer ma vie à taper sur OVH, je vais le faire une petite dernière fois. OVH, c'est un hébergeur qui est aujourd'hui destiné aux professionnels avec une prise en main de la plateforme qui est vraiment pas simple pour un débutant et un service client pareil qui a été pensé pour les professionnels. Donc si vous débutez aujourd'hui et que vous débutez sur OVH, alors je dis pas que ça va pas marcher, hein, mais vous allez prendre beaucoup de temps pour faire des choses où vous auriez été vraiment mieux guidé chez d'autres hébergeurs. Donc moi parmi les hébergeurs vraiment que j'aime bien pour les débutants et non débutants, hein, franchement ils marchent dans les deux sens, ça va être Yonos, O2Switch, Hostinger. Alors, les trois ont un service client irréprochable, les trois ont une plateforme vraiment très simple de prise en main, la plus simple pour moi restant celle d'Hostinger. Après, bon, les goûts et les couleurs.
Ensuite, vous allez avoir des différences de prix. Alors, je vous donne l'astuce. En ce moment, Hostinger est en train d'attaquer le marché français. Donc, ils font des promos, mais juste délirantes. Donc, pour le coup, en termes de tarification, en ce moment, c'est vraiment Hostinger qui va être le moins cher. O2 Switch, l'avantage pour un débutant, c'est la facilité. Ils ont une seule offre unique chez O2 Switch, donc vous ne pouvez pas vous planter. Vous avez le nom de domaine, les adresses mail illimitées, le serveur, tout ce que vous voulez dans O2 Switch sur cette offre unique, donc on ne peut pas se planter. En termes de tarification, ils ont un peu augmenté leur prix, ils sont autour de 7 € par mois, ils étaient à 5 € avant. Et Yonos, alors Yonos pour le coup, là c'est pour ceux qui regardent leur budget en démarrant. Première année à 1 € par mois, c'est absolument imbattable. L'année d'après, ils rattrapent évidemment les tarifs des autres, mais c'est vrai que si là vous lancez votre site, vous n'êtes pas trop sûr de où vous allez l'amener, si ça va vraiment vous servir à quelque chose, bah Yonos ça peut être une bonne solution pour pas payer trop cher au début quoi. On a une question de Mélanie. Si tu connais des hébergeurs qui sont peut-être plus vertueux en termes d'écologie. Yes, eh bien j'y viens, juste en dessous, Infomaniac. Infomaniac. Alors, O2 Switch est en train de... Alors, c'est pas trop dans leur com, mais honnêtement, si vous fouillez un peu, ils sont en train de se diriger vers quelque chose de plus écolo. Alors, évidemment, l'hébergeur, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, hein, parce qu'on fait tourner des serveurs qui chauffent dans des salles, qu'on essaye de faire refroidir, donc toute l'énergie que ça consomme, c'est pas éco-friendly de base. Hein. Donc, ce qu'ils vont essayer de faire, les hébergeurs, c'est d'avoir de la production d'énergie plus verte. Donc, O2 Switch sont en train de se tourner là-dessus, mais vraiment ceux dont c'est le combat depuis le début, c'est Infomaniac. Donc Infomaniac juste en dessous, service client cool, français, c'est une boîte suisse, interface géniale pour le coup, j'adore l'interface, ils vous offrent beaucoup de choses, notamment le thème Divi dont je parlerai plus tard. En termes de tarification, ils sont un petit peu au-dessus, je crois qu'on est autour de 10 € par mois, donc là où vous voyez les autres sont à 7 €, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus énormissime, mais bon voilà, en termes de tarifs, ils sont un peu au-dessus. On est bon? Oui, je pense que oui. Nickel. Eh bien, j'enchaîne. Alors, du coup, donc on a vu ensemble donc la partie donc hébergement, nom de domaine, et du coup ce que je vous propose c'est que maintenant on vienne démystifier la partie création de WordPress. Donc j'ai dit plein de mots barbares depuis le début, CMS, WordPress, thème, template, etc. Donc on va venir démystifier tout ça ensemble. Alors, déjà, CMS. Alors, je ne sais pas, vous pouvez me mettre dans le chat s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà cette appellation ou pas. Donc, le CMS, c'est en fait ce qu'on appelle en français un système de gestion de contenu. CMS en anglais, ça veut dire Content Management System, donc système de gestion de contenu. C'est un mot hyper barbare pour dire en fait catégorie de logiciels qui permettent de concevoir, gérer, mettre à jour des sites web ou applications de manière dynamique. Alors, de manière dynamique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des changements et les voir en direct. Hein. Donc, retenez un CMS, mot un peu barbare, mais qui en fait veut rien dire de plus que une typologie de logiciels qui vous permet de bosser et de créer du site web sans avoir à coder. Le mot important là-dedans, c'est sans avoir à coder. Et donc, parmi nos CMS, alors j'ai pas mis ma petite slide, je pense parce que c'était tellement orienté WordPress, j'ai pas osé mettre ma slide avec tous les autres CMS. Mais bon, donc WordPress aujourd'hui c'est le CMS de référence, mais à savoir qu'il n'y a pas que lui, hein. Peut-être que vous en connaissez d'autres. Alors on a Wix, qui est le CMS un peu plus junior quand on démarre, on va avoir Shopify, PrestaShop, spécialisé dans le e-commerce. Donc en vrai des CMS, je pense que vous en connaissez de nom. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus connu, ça va vraiment être le CMS WordPress. Alors pour les 3 prochaines slides qui arrivent là. Donc le premier, c'est que WordPress, c'est le CMS professionnel, gratuit et open source. Donc professionnel, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la solution de référence utilisée par les prestats et les agences. Il y a des petits nouveaux qui arrivent sur le marché, notamment Webflow, mais en termes de part de marché, c'est ridicule. Pour vous dire, même Wix, dont on entend énormément parler, c'est moins de 2% des parts de marché. Donc Webflow, j'ose même pas imaginer. Donc vraiment, en fait, WordPress aujourd'hui garde une hégémonie absolument incroyable. C'est quasi 50% des sites dans le monde. Donc vraiment, c'est the CMS, the solution professionnelle dans le monde. WordPress est gratuit, on y reviendra, je pense qu'il y en a certains qui sont en train de se dire pas du tout, j'ai une slide pour ça. Et WordPress c'est open source. Alors open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un
Un CMS, c'est un logiciel que n'importe quel développeur en ayant la capacité, donc la capacité c'est savoir coder en PHP, clairement c'est pas moi, et je pense pas que ce soit vous non plus, mais en tout cas n'importe quel développeur en ayant la capacité va pouvoir apporter des améliorations à WordPress. Alors pas au code source de WordPress de base bien sûr, mais en venant apporter des extensions, des plugins, voire des thèmes personnalisés. En gros WordPress, si vous êtes en capacité de créer quelque chose ultra sur mesure from scratch, vous pouvez le faire et c'est gratuit et vous pouvez même le vendre après. WordPress représente 60% des sites faits avec CMS, donc tout à l'heure je vous ai dit un peu moins de 50%, un peu moins de 50% c'est tous les sites, donc comptant ceux qui ont été faits avec CMS et ceux qui ont été faits from scratch. Mais parmi les gens qui ont choisi de prendre une solution no-code pour créer leur site, 60% de ces gens-là ont pris WordPress. Et donc vous voyez, les 40% restants vont se batailler tous les autres qu'on connaît un peu de nom, PrestaShop, Webflow, Wix, etc. Donc vraiment aujourd'hui, si vous voulez vous lancer et créer votre site web, il n'y a pas de doute que WordPress c'est la solution hégémonique sur ce sujet-là. Et donc, j'y reviens. WordPress est 100% gratuit. Donc, ça paraît fou et je le dis très souvent quand j'ai des gens au téléphone parce que mes slides d'avant c'est le logiciel professionnel, etc. et il est gratuit. Alors, autant vous dire que quand je parle à des graphistes, c'est pas le même discours. Hein. Adobe, c'est le logiciel 100% professionnel, mais il est absolument pas gratuit. WordPress est absolument gratuit. Et il y en a peut-être certains d'entre vous là qui sont en train de se dire « Ah mais alors pas du tout, moi j'ai créé mon site sur WordPress, alors oui effectivement c'était gratuit au début mais il y avait des pubs partout et j'étais en wordpress.com machin et du coup c'est pas du tout ça. » Exactement. Et donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il existe deux WordPress. Et alors ça, je pense que c'est vraiment le sujet compliqué sur WordPress quand on se lance. Pourquoi? Parce que vous sortez d'un webinar où on vous a expliqué WordPress. En fait, si là vous faites l'exercice et que vous allez sur Google et que vous tapez WordPress, le premier qui va tomber, c'est le premier là, wordpress.com. Et donc, comme dit, il existe deux WordPress. Et malheureusement, le WordPress dont nous on parle, formateur, celui des formations, celui des tutos que vous allez trouver sur YouTube, c'est le deuxième, c'est le wordpress.org. Donc, on prend une minute pour comprendre ces deux WordPress. Donc, il existe deux WordPress, wordpress.com et wordpress.org. Les deux ont été propulsés par la même maison. Hein. Le plus ancien, c'est wordpress.org. Le petit nouveau, c'est wordpress.com. WordPress.com, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'hébergement de site web, gratuite de base. Il vous faudra souscrire à un plan payant pour ajouter les fonctionnalités, j'aime bien mettre élémentaires de votre site, notamment un nom de domaine. WordPress.com, en fait, pour ceux qui s'y sont un petit peu essayés, ils sont exactement sur le même business model que Wix. Exactement la même chose. WordPress.org, c'est le site officiel pour aller télécharger la version open source de WordPress. Donc ça, pareil, hein, vous allez sur WordPress.org, vous faites télécharger, il n'y a même pas besoin de mettre son mail. Il va arriver directement dans vos téléchargements. Par contre, pour l'utiliser, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, il faut se munir d'un nom de domaine et d'une formule d'hébergement, ou alors travailler en local, c'est ce qu'on fera ensemble. Mais en fait, comprenez bien que WordPress.com, beaucoup de gens s'y engouffrent et s'y perdent, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'acheter le nom de domaine et l'hébergement, etc., parce que c'est tout inclus. Donc on a l'impression que c'est plus simple. Alors qu'avec WordPress.org, effectivement, il y a cette première chose à faire au début, d'avoir son propre nom de domaine hébergement avant de l'installer. Donc c'est plus compliqué, sur le coup on a l'impression que c'est plus cher, mais en fait pas du tout. Dernière petite chose, WordPress.com, au-delà du fait d'être payant, il n'est pas du tout facile de prise en main, il est horrible, il lui manque les 3/4 des fonctionnalités du WordPress.org. Donc en fait, WordPress.com, c'est le mauvais choix, dans le sens où vous avez la complexité d'un WordPress, mais pire que le WordPress normal, et la tarification d'un Wix. Donc pour le coup, si vous n'avez pas envie de vous embêter, là vraiment, entre WordPress.com et Wix, il vaut mieux aller sur Wix. Par contre, si vous voulez utiliser le vrai logiciel et bosser sur le WordPress des professionnels, la version gratuite open source, etc., c'est wordpress.org. J'ai vu pas mal de messages passer dans le chat. Je ne sais pas si tu veux que j'en traite quelques-unes, Lou, ou si c'est bon. Alors, non, c'était juste des réponses à ce que tu disais. Il n'y a pas vraiment de questions. Nickel. Bon, il y en a qui se sont fait avoir sur wordpress.com parmi vous ? Yes. Pas de soucis, c'est normal. Ça m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai commencé à bosser sur WordPress il y a 6-7 ans.
Et je sais très bien cette erreur puisque j'ai fait exactement le chemin que je vous ai raconté, quoi. On m'avait parlé de WordPress, j'étais en asso dans mon école, bon bah j'ai tapé WordPress, on se retrouve sur wordpress.com. On se laisse guider par tout le process UX qui est plutôt bien fait. Et en fait, très rapidement, quand on regarde des tutos sur YouTube, on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait les mêmes choses, rien que les couleurs sont pas les mêmes. Et en fait, il manque 3/4 des fonctionnalités. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est au mauvais endroit. Pouf. Alors, du coup, donc, pour rappel, donc WordPress.com, pas bien, mais facile d'installation au début en fait. WordPress.org, c'est la solution sur laquelle vous avez envie de bosser, mais en fait le pain point sur WordPress.com, .org, c'est vraiment cette partie installation en fait. Donc on a vu le plus gros ensemble, c'est-à-dire la partie hébergement, nom de domaine. Déjà si vous avez ça sous la main, vous êtes déjà pas mal. La partie 2, et c'est celle moi qui fait super peur à tous nos apprenants quand ils arrivent en formation, c'est la partie installation de WordPress. Et en fait je vous comprends parce que n'importe quel autre logiciel au monde, on travaille pas comme ça en fait. Demain, vous voulez bosser sur Wix, vous faites un compte sur Wix, vous commencez à travailler, puis vous travaillez en ligne. Ou alors vous travaillez sur Adobe, mais dans ce cas-là, vous louez Adobe, vous le téléchargez sur votre ordinateur et vous commencez à bosser sur votre ordinateur. Et en fait, WordPress, c'est ni l'un ni l'autre. Donc on va regarder ça ensemble, mais c'est pour ça que c'est hyper confusant au début et que c'est vraiment une partie où certains baissent les bras et finissent par se dire qu'ils le feront pas eux-mêmes. Donc, en fait, WordPress, il faut l'installer. Pourquoi est-ce qu'il faut l'installer? Il faut l'installer parce que c'est un logiciel. Pour ceux qui prennent une minute là pour aller sur wordpress.org et télécharger, vous allez voir qu'il y a un zip qui arrive sur votre ordi et c'est littéralement un logiciel. Donc, vous le savez, un logiciel, on ne peut pas juste l'ouvrir comme ça, il faut l'installer. Mais la différence par rapport à Adobe, par exemple, au logiciel Adobe, c'est que WordPress, on ne peut pas l'installer juste comme ça sur son ordi en fait. Il a besoin d'un serveur pour tourner, on l'a vu au début. Et donc pour l'installer sur un serveur, vous avez 3 options. L'option 1, ça va être via l'hébergeur, en fait, tout simplement. Donc via l'hébergeur, et donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de choisir un hébergeur avec une prise en main facile. Honnêtement, si vous êtes chez Hostinger, pour installer votre site, vous n'avez absolument pas besoin de moi. Vous vous laissez guider par leur interface, c'est fait en 3 minutes top chrono, on regardera ça ensemble. Donc tout ce qui est hébergeur, plutôt simple, sauf si vous avez pris un hébergeur un peu compliqué, typiquement OVH, promis c'est la dernière balle perdue pour OVH, mais là par exemple l'interface va être vraiment plus compliquée, mais quand même vachement abordable. Le numéro 2, ça va être via le serveur, donc ça c'est pour les plus curieux d'entre vous, ou ceux qui ont envie de proposer de la presta par la suite. Si vous avez envie de proposer de la presta, je vous recommande fortement de commencer à installer via le serveur. Alors, vous allez me dire, t'es une vieille de la vieille, pourquoi il y a l'installation en one click, pourquoi tu nous fais installer par le serveur? Vous avez tout à fait raison. Je vous conseille de le faire une fois pour comprendre la structure des fichiers, comment tout ça s'organise. Si un jour il y a un bug, un plugin qui crache, quelque chose qui ne marche pas, vous avez besoin de mettre les mains dans le serveur. Donc ça vaut le coup d'avoir été une fois l'installer pour voir comment ça se passe. Après évidemment pour vos clients, si vous voulez faire l'installation en one click de l'hébergeur, le résultat est le même, donc n'hésitez pas. Mais voilà, pensez si vous voulez proposer de la presta, vraiment à le faire une ou deux fois. Nous chez Webmania on est vraiment spécialisés sur les gens qui viennent pour proposer de la presta et si vous voulez c'est l'étape 1 de l'examen final. Donc c'est vraiment important quand même d'avoir la main là-dessus, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe derrière. Et la dernière option, et c'est celle qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est l'installation en local. Alors, l'installation en local, en fait, local, donc c'est une petite boîte, je vais vous mettre le lien dans le chat, qui s'appelle LocalWP, qui vous propose un logiciel gratuit qui vous permet d'installer votre site en local. Alors, installer son site en local, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que votre site est en local, sur votre ordi à vous. Donc il est nulle part ailleurs. Il est sur votre ordi à vous et en fait ce que fait le logiciel local, c'est qu'il va créer comme un mini serveur fictif sur votre ordi qui fait qu'on peut installer WordPress. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser local? C'est intéressant dans deux cas. Cas numéro 1, vous avez besoin de créer votre site internet, vous n'êtes pas trop sûr, ou peut-être qu'il est déjà créé sur une autre solution, sur un autre nom de domaine, et vous n'avez pas envie de tout défoncer avant de commencer à créer. Dans ce cas-là, vous créez tranquillement en local, et puis à la fin, vous ferez la migration, comme ça vous êtes sûr de garder cette visibilité en ligne, le temps de finir le site sur WordPress. Ça c'est l'option 1.
L'option 2, si vous êtes prestataire, là pour le coup je vous recommande 1000 fois d'utiliser Local pour des raisons de praticité et de paiement. Local, ça vous permet d'avoir la main sur le site web et de ne pas le mettre en ligne tant que vous n'avez pas reçu votre dernier paiement. Ça évite aussi éventuellement que votre client se barre avec votre site en piratant vos codes. Je parle d'expérience de ma première PrestaWeb. Donc vraiment, en tant que prestataire, ça peut être super important, super intéressant pour vous de venir travailler en local. La bonne nouvelle avec ce petit logiciel de Local, alors là j'ai peur de vous embrouiller, mais le site est sur votre ordinateur en local, mais le petit logiciel Local est capable de créer un lien de visu qui dure un petit quart d'heure, 20 minutes, que vous pouvez envoyer à votre client pour qu'il regarde le site. Donc vraiment c'est tout bénef, vous travaillez tranquillou de votre ordi, pas de crainte de vous faire voler quoi que ce soit, et en même temps vous pouvez quand même partager vos travaux et demander des retours à vos clients. Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va installer en local, bon déjà parce que je ne peux pas acheter un nom de domaine à chaque fois que je fais un webinar, et puis vous allez voir en fait l'interface du logiciel est très simple et très similaire à ce que vous retrouvez chez des hébergeurs comme Hostinger, Yonos ou Infomaniac. Donc si vous trouvez ça simple ce que je vais faire là sur local, vous n'aurez aucun mal à venir faire la même chose sur les hébergeurs. Alors on a une question, on a deux questions. Yes. Jessica qui dit si on a un site web avec Wix et qu'on veut changer pour WordPress, peut-on utiliser le même nom de domaine ou doit-on changer? Alors, excellente question. Alors déjà numéro 1, il n'existe pas de convertisseur Wix vers WordPress. Enfin, il en existe, mais honnêtement, le résultat, ne vous y lancez pas. C'est la première chose. Au niveau du nom de domaine, en fait, actuellement, Wix, comme WordPress.com, se positionne comme un CMS, donc éditeur de site web, etc., mais aussi comme un hébergeur et un registrar. Donc, en fait, chez eux, vous payez l'utilisation de leur plateforme, mais vous payez aussi votre nom de domaine et votre hébergeur. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez résilier. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez libérer votre nom de domaine, vous devez le libérer côté Wix et ensuite venir le relouer chez un hébergeur. La seule mauvaise nouvelle, c'est que alors déjà Wix, ils sont pas hyper coopératifs parce qu'ils n'ont pas super envie et donc ils peuvent mettre jusqu'à 3 semaines en fait pour relâcher votre nom de domaine et qu'il arrive sur le marché entre guillemets pour que vous puissiez le relouer chez Hostinger par exemple. Donc c'est une manip qui est pas toujours super simple. D'où le local. Moi j'ai plein d'élèves qui ont fait ça l'année dernière. On attendait tranquillement la migration du nom de domaine vers Hostinger par exemple. Et en attendant ils bossaient en local. Comme ça ils avançaient et puis dès que c'était prêt on avait fait la migration. Question de Virginie, je suis sur OVH. Pour mon nom de domaine, est-il possible d'avoir un hébergeur autre pour le site web? Alors oui c'est possible mais c'est toujours mon histoire de DNS. C'est-à-dire que vous allez avoir votre espace web chez Hostinger par exemple et votre nom de domaine chez OVH. Alors surtout avec OVH. Et en fait pour les lier ensemble c'est vraiment une manip qui demande quand même quelques connaissances techniques. Par contre la bonne nouvelle c'est que si vous allez chez Hostinger ils sont absolument ravis de vous récupérer par rapport à OVH. Et donc c'est un petit peu comme quand on passe d'Orange à SFR. En fait c'est eux qui s'occupent de tout. C'est eux qui s'occupent de tout. Alors vous devez donner un petit code côté OVH, etc. Mais en gros, la migration de votre nom de domaine d'un hébergeur à l'autre, c'est eux qui s'en occupent. Donc vous les appelez, notamment O2 Switch Hostinger, qui ont vraiment un bon service client. Vous les appelez, ils s'en occupent pour vous. Et dernière question de Mélanie, du coup avec Local, tu n'as pas besoin de nom de domaine? Non. Alors en fait avec local, on va le faire ensemble, on va créer son nom de domaine. Alors là pour le coup on peut mettre fnac.com. Mais comme c'est du local, en fait ça n'existe pas ailleurs que sur son ordinateur. Donc on le crée, mais il n'a aucune valeur ailleurs que sur son ordi. Pouf. Et bien du coup on va le faire ensemble. Donc numéro 1, s'il veut bien y aller. Non il veut pas. Alors numéro 1, je vous montre juste très rapidement le site de local. Donc c'est là, voilà. Tout simplement. Et donc, pour vous, l'étape 1, bon, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, ça va être de download en fait. Download le local. Et une fois que vous l'avez download, eh bien, ça ressemble à ça. On voit mon écran là? Lou? Ouais, on voit local? Ok. Ok. Donc, une fois que vous avez installé local, etc., ça arrive ici. Donc, ça arrive ici, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai tous mes petits sites brouillons qui sont là. Et donc, du coup, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va installer un local. Et vous allez voir que c'est vraiment simple. Et donc, gardez en tête que vraiment, les interfaces chez les hébergeurs, on est à peu près à ce niveau de difficulté-là. Donc,
add the local site, je crée un new site. Ben alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, on recommence. Il m'a demandé de le mettre à jour hier, j'ai dit non, j'aurais peut-être dû dire oui. Alors, on va le relancer. Oui. Hop. Au passage, on remarque mon bureau extrêmement bien rangé. Alors. Oui, et bien non, je ne ferai pas ta mise à jour. Hop, donc. Bon, ben je suis désolée, il va pas vouloir. Pourquoi il veut pas? Est-ce qu'il veut bien m'ouvrir celui que je vous ai préparé hier? C'est au moins le plus important. Yes, lui il veut bien. Bon, ben je suis désolée, il est capricieux. Je pense que c'est parce que j'ai pas fait la mise à jour et c'est marrant parce que le dernier webinaire j'avais fait la mise à jour et du coup il avait perdu les connexions avec mon ordi. Bon bah, je suis désolée, je pourrais pas vous montrer du coup comment on fait pour le créer, mais en gros gardez en tête que voilà, on va faire create a new site, on choisit son nom de domaine, donc moi je vous en ai préparé un hier, hein, qui est ici, donc webinar démo. Donc vous voyez, ça reprend la question sur le nom de domaine. Webinar démo, c'est sûr qu'il existe dans la vraie vie, mais là, comme on est complètement sur son ordi, en fait, voilà, on peut créer ce qu'on veut. Et donc, on va répondre nom d'utilisateur, configuration de WordPress, tout est prédéfini. Et ensuite, on clique sur créer, et donc il va vous installer WordPress sur ce petit serveur d'exercice là, qui a été créé par LocalWP. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous voyez, moi j'ai cliqué sur WP Admin ici. Et j'arrive ici du coup sur ma partie WordPress. Donc là moi je me suis préconnectée, mais en gros même si je me déconnecte, vous voyez je suis vraiment sur mon WordPress. Et on voit là-haut donc webinardemo.local. Donc pour les curieux qui ont envie de s'entraîner sur WordPress, ceux qui ont déjà un site en ligne, ceux qui l'ont pas en ligne, vraiment ça coûte rien, installez ça sur votre ordi et je vous promets qu'en termes de montée en compétences, le fait que ce soit en local, que vous ayez absolument aucun stress de ce que vous allez mettre dessus, vous pouvez les créer, vous pouvez le supprimer, vous pouvez tout défoncer, c'est pas grave, ça va vraiment vous permettre d'avoir un déstress sur WordPress et de travailler plus sereinement. Donc je suis désolée, j'aurais aimé qu'il fonctionne, je lui redonne une nouvelle chance, mais non, il veut pas. Bon, mais je suis désolée. Il y a d'autres webinars sur YouTube où il a bien voulu fonctionner. Donc si jamais vous pourrez y jeter un coup d'œil. Alors, du coup, pou, donc lui, il a pas voulu de nous, c'est pas grave, on enchaîne. Mélanie, Ouais. dit la migration après n'est pas trop complexe. Alors, c'est une excellente question. Non, la migration, c'est pas compliqué. Il y a deux façons de le faire. En fait, si on comprend un peu comment fonctionne WordPress, à chaque fois que vous créez une ligne, coucou, hein, Hello World, vous allez écrire un certain nombre de choses dans des fichiers. Donc en fait, faire une migration, si on vulgarise ça, hein, c'est rien de plus que prendre les fichiers qui ont été créés sur le serveur local et les drag and drop, les copier-coller dans votre serveur en ligne. Bon, je vulgarise et évidemment, c'est pas si simple que ça. Donc, soit vous le faites à la main, et effectivement, c'est vraiment de la copie de fichiers qu'on va venir coller dans le serveur, donc avec notamment le logiciel FileZilla que je vous montrais tout à l'heure. Éventuellement, un deuxième logiciel pour ceux qui démarrent qui s'appelle CyberDuck. Hop. Rien que par son nom, on comprend qu'il est un poil plus mignon, un poil plus simple que FileZilla. Donc soit vous faites ça sur serveur, soit vous n'avez pas envie de vous embêter. Et alors là, il y a des multitudes de plugins qui vous font ça gratuitement, hyper simplement. Notamment Updraft Plus with Migrator. Peut-être que je pourrais vous mettre le lien plus tard. Et en gros, alors eux pour le coup, c'est simplissime. C'est-à-dire que vous mettez le plugin sur le site A, vous mettez le plugin sur le site B et vous lui dites tu mets les trucs du site A sur le site B, il fait sa popote, ça dure 7 minutes et c'est réglé. Donc vraiment migration simple, vraiment simple. Pouf. Et bien je continue du coup sur ma partie WordPress. Donc les indispensables. Donc tout à l'heure vous vous rappelez on avait nos indispensables pour se lancer. Donc on avait l'hébergement, le nom de domaine, le CMS et le thème. Donc on est presque arrivé au bout. Donc je redécoupe la dernière partie. Donc le thème WordPress, donc les indispensables pour lancer son site web sereinement, son site web WordPress d'ailleurs.
un thème WordPress, un constructeur de page et un template optionnel. Alors, je vais lever tout de suite les doutes sur le thème WordPress. Le thème WordPress n'est pas un look de votre site internet. Et alors là, c'est absolument essentiel que vous compreniez ça pour continuer à avancer sur WordPress. En fait, le thème WordPress, c'est vraiment le moteur du site. C'est exactement comme iOS dans votre iPhone ou comme Android dans un téléphone. C'est le moteur du site. C'est tellement le moteur que même si vous n'en installez pas, il y en a un qui est installé par défaut. Et en fait, comme c'est un moteur, eh bien c'est lui qui va régir la façon dont votre site va être modifiable. Alors je vous donne un exemple, mais entre un thème A, je sais pas, pour ajouter un bouton, vous devez cliquer sur un bouton rouge en haut à gauche, et dans un thème B, pour ajouter un bouton, vous cliquez sur un bouton bleu en bas à droite. Vous voyez, c'est vraiment l'architecture, la façon dont peut être modifié le site. Et beaucoup de gens confondent le thème avec le template. Le template, c'est un look prédéfini sur un sujet en particulier, genre naturopathe. Vous avez un template de naturopathe, tout est un peu vert, un peu sympa, ça ressemble à votre business. Ça, c'est un template, mais c'est pas un thème. Et alors, pourquoi on fait souvent l'erreur Parce qu'en fait, la plupart des thèmes gratuits ou pas chers viennent avec un template. Donc en fait, on les choisit pour le template, mais pas pour leur fonctionnalité. Donc là, vraiment, si vous avez un deuxième truc à retenir de ce webinaire, je pense que le premier, c'est wordpress.org, wordpress.com. Le deuxième, c'est choisissez votre thème par sa facilité de prise en main et non par son look. Le look, vous le changerez. Si vous prenez un thème gratuit ou pas très cher qui ressemble à votre business, mais qui n'a pas les fonctionnalités dont vous avez besoin ou qui n'est pas modifiable facilement, en fait, très rapidement, ça va vous saouler parce que oui, il est un peu vert, oui, il est dans votre thème, etc. Mais vous avez envie de créer votre propre truc. Donc, ça ne va pas du tout vous arranger. Donc, le thème, gardez en tête, facilité de prise en main. Parmi les thèmes les plus connus, on a Divi, OceanWP et Unfold. Moi, je suis très team Divi. Toute la formation est basée sur Divi, donc je ne saurais pas. Voilà, j'aurais du mal à prêcher pour une autre paroisse, mais ce sont des très bons thèmes qui sont un peu plus chers, bon pas un peu plus chers, qui sont payants déjà de base, et un peu plus chers que le thème de base qu'on va trouver à une vingtaine d'euros, mais honnêtement le temps que vous allez y gagner vaut vraiment la chandelle. La deuxième chose, ça va être un constructeur de page. Alors, le constructeur de page, prenons les choses simplement, c'est quasi comme pour faire du Wix, côté prise en main, sur votre WordPress en fait. Un constructeur de page, c'est lui qui va vous permettre d'aller sur votre page et en fait de créer, mettre une image, sous l'image on met un bouton et sous le bouton on met, je sais pas, une vidéo par exemple. Ça c'est vraiment le constructeur de page qui vous le permet. Donc 3 constructeurs hyper connus. Le premier ça va être Gutenberg, alors qui est pas le plus beau mais qui est gratuit et natif à WordPress et léger. Donc honnêtement, ça peut faire le boulot. Il n'est pas hyper simple de prise en main, on peut pas aller très loin par rapport à du Divi ou du Elementor, mais ça reste quand même une très bonne solution. Et ensuite les deux monstres du coup sur le marché, ça va être Divi ou Elementor. Alors là ça justifie la raison pour laquelle j'adore Divi, parce que Divi c'est à la fois un thème et un constructeur. Donc pour le coup, vous l'installez, vous avez tout, je trouve ça c'est vraiment ce qui est le plus simple. Elementor, c'est le deuxième constructeur de page assez connu, assez simple de prise en main. Divi et Elementor se ressemblent énormément. Après ça dépend, il y en a qui drag and drop, il y en a on appuie sur un plus, enfin voilà. Après c'est les goûts et les couleurs, mais honnêtement en termes de fonctionnalité, on est sur du kiff-kiff. Et ensuite, du coup, le template optionnel. Optionnel, attention à ne pas vous aliéner à un template, attention à ne pas changer votre business pour le template, et je parle d'expérience, j'ai vu beaucoup de gens rajouter des offres parce que dans le template il y avait 4 colonnes et que eux ils avaient que 3 offres et du coup ils ont créé une 4e offre pour le faire rentrer dans le tableau. Attention, c'est au template de s'adapter à vous, d'où l'intérêt d'avoir la main dessus. Donc ça peut être une très bonne chose le template quand on démarre, qu'on n'a jamais créé de site web avant et que bon voilà on se retrouve face au syndrome de la page blanche puissance 1 million, mais on peut aussi très bien démarrer de zéro, from scratch, vraiment créer sa petite maquette et essayer de faire quelque chose qui vous ressemble énormément. Comme on peut commencer avec un template, et moi c'est ce que je vois très souvent chez mes élèves, et tout casser très rapidement pour venir injecter vos propres choses. En tout cas, gardez en tête que c'est absolument pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est votre thème WordPress. Ce qui est fortement recommandé, c'est votre constructeur de page. Et ce qui est optionnel pour une prise en main un peu plus rapide et un truc un peu plus joli plus rapidement, c'est le template. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre l'interface de WordPress ensemble. On va venir créer une page et je vais juste vous montrer rapidement la puissance de WordPress. Je vois que j'ai un peu dépassé mon temps, donc je vais aller super vite. Et puis, je prendrai les questions s'il y en a. Alors, du coup, je me suis déconnectée pour vous montrer. Alors, j'y retourne. Pouf. Alors,
Me voilà donc sur l'interface de WordPress qui se décortique avec tous ces onglets-là. Alors, par exemple, vous voyez ces onglets-là, si vous avez un WordPress là sous la main et que vous n'avez pas installé le thème Divi, il y a certainement des onglets que vous n'aurez pas. Par exemple, chez Divi, là, le menu se gère de cette façon-là ici, mais ça c'est vraiment Divi qui l'amène. Donc c'est vraiment pour ça que le thème c'est super important. Mais bon, grossièrement, on retrouve quand même toujours à peu près les mêmes choses, hein. La médiathèque, donc c'est ici que se retrouve tout ce que vous avez uploadé en termes de photos, vidéos, les pages, les commentaires, les projets. Projets c'est spécifique à Divi, les articles de blog, les extensions ou plugins, donc qui vous permettent de rajouter des fonctionnalités à votre site. Les outils, honnêtement, quand on démarre, on n'y va pas. Et les réglages généraux, pareil, on n'y va pas beaucoup. Et surtout, Divi. Donc ici, moi, Divi qui vient avec ses options et les différents réglages que je vais pouvoir faire sur lui. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est pas la puissance du thème Divi, mais c'est plutôt la puissance du constructeur. Donc, je vais me rendre dans les pages ici, et ce que je vous propose, c'est qu'on crée hyper rapidement deux pages, enfin qu'on mette deux trucs dans des pages, juste pour vous montrer qu'en fait, une fois qu'on est arrivé là, alors j'entends, hein, il a fallu acheter un nom de domaine, un hébergeur, il a fallu installer, c'est quand même assez costaud en termes de technique, mais honnêtement, une fois que vous êtes là, là vous êtes dans du design. Franchement, c'est fini la technique, on y reviendra un peu après pour optimiser la sécurité, etc. Mais là, vous avez au moins 3-4 semaines de design devant vous, donc on y va, on se relâche et on va pouvoir s'amuser. Donc, en termes du coup de constructeur de page, c'est ce que je vous disais. Donc, soit vous utilisez le Gutenberg, donc le constructeur proposé par WordPress, qui est voilà, bon, qui est pas très UX friendly, on va dire, mais qui honnêtement se prend en main très très bien. Hein. Donc, vous voyez, vous avez un plus ici. Je vais rajouter une image. Je vais chercher une image quelque part dans mon ordinateur. Hop, tac, par exemple. J'ai uploadé mon image et vous voyez je vais pouvoir la rapetissir, enfin on est quand même sur quelque chose qui est plutôt simple à prendre en main, un peu moins que Divi, vous allez voir avec Divi quand même on est directement sur la page, on est vachement plus dedans, mais voilà, vous n'êtes pas sur quelque chose d'absolument inatteignable, vous voyez ceci est un paragraphe, hop, tac, et on va pouvoir ensuite rajouter éventuellement un bouton, pouf, bouton. Si ça vous intéresse, on pourra éventuellement refaire un webinar vraiment de prise en main ou de Gutenberg ou de Divi ou de Elementor. Hein. Alors c'est quand même des trucs qui sont un peu costauds. Hein. Nous dans la formation WebMyDay, Divi c'est 9 heures quand même. Donc vous voyez c'est quand même un truc... voilà, c'est quand même des logiciels, enfin c'est quand même des constructeurs assez costauds. Mais quand même, rassurez-vous que dans la première prise en main, vraiment pour créer quelque chose de base, bah, vous voyez c'est assez simple, hein, et puis vous avez vos réglages. Alors bon, ce que j'aime un peu moins chez Gutenberg, c'est que les réglages sont un peu dans tous les sens. Donc là par exemple pour l'aligner, je vais mettre un peu de temps à trouver comment l'aligner, parce qu'ils sont comme ça. Donc on va voir la différence hein, après avec Divi, mais quand même, vous voyez que c'est assez simple. Et du coup là je publie ma page, et je vais aller la voir, et voilà. Et donc ce que j'ai mis en page est là. On va faire maintenant l'exercice avec Divi, donc vous allez voir quand même que évidemment c'est beaucoup plus simple. Et si vous voulez bosser avec Elementor, gardez en tête que c'est à peu près la même facilité de prise en main. Donc on utilise cette fois le Divi Builder. Hop, on commence à construire. Donc là, juste pour l'anecdote, on parlait de template tout à l'heure. Voici tous les templates de Divi. Donc il est en train de les charger. La dernière fois que j'avais regardé, il y en avait 3000 et quelques, je sais plus. Bon voilà, il y en a énormément. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est aussi une vraie banque pour vous aider à démarrer. Moi, je ne vais pas prendre la banque. On va partir de zéro juste pour vous montrer. Et donc si on veut refaire la même chose que tout à l'heure, chez Divi on va fonctionner par structure, donc imaginons que je mette une image à gauche et un texte à droite, et bien je choisis une ligne avec 2 colonnes, à gauche je vais mettre mon image, pouf, normalement j'ai mon image de tout à l'heure, tac, et à droite je vais pouvoir mettre du texte par exemple. Donc vous voyez, en termes de prise en main, c'est quand même beaucoup plus simple. On voit beaucoup mieux par rapport à Gutenberg, on est sur la page. Et évidemment, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Et par rapport à Gutenberg aussi, vous voyez tout à l'heure, j'avais un peu de mal à changer les couleurs, etc. En fait, là, tout ce que vous faites, vous le voyez absolument en direct. Alors souvent, quand je fais ça, je finis toujours par faire des trucs absolument affreux. Mais voilà, donc tout ce qu'on fait se voit en direct. Donc évidemment, en termes de prise en main, ça va beaucoup plus vite que Gutenberg. Donc Elementor fonctionne exactement de la même façon, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette présentation parce que ça aurait vraiment fait doublon. Donc voilà, gardez en tête qu'aujourd'hui pour vous aider à créer le site
sur la partie design, si vous le pouvez, je vous conseille vraiment d'investir soit chez Elementor, soit chez Divi, mais vous avez aussi quand même la possibilité de venir travailler avec Gutenberg en gardant en tête quand même que la prise en main et la courbe d'apprentissage va être un peu plus longue. On a une question de Paul Yes. qui dit j'utilise Cadence en thème WordPress, pardon, ça change du Divi. Oui, alors Cadence, je le connais pas particulièrement. Après, à savoir que vous pouvez avoir Cadence, qui est un thème, et installer un constructeur. Vous voyez, là, alors Divi, il s'avère qu'il marche en thème et en constructeur. Donc, pour le coup, autant l'avoir en thème et constructeur. Mais Elementor n'est pas un thème. Elementor, c'est un plugin. Donc, vous pouvez très bien travailler sur Cadence, parce que le thème est léger, parce qu'il vous plaît, etc. Et venir ajouter, par exemple, Elementor pour avoir la partie facilité du constructeur de page. Je crois qu'il y avait Paco aussi qui levait la main tout à l'heure. Alors Paco, pardon, si tu as une question, je te laisse la parole. Alors peut-être que ta question a été répondue au fur et à mesure, mais du coup on en a une autre. Jessica dit, je ne sais pas si j'ai bien compris, il faut créer la partie technique sur notre site en local et ensuite utiliser Divi pour la mise en page. Alors, en fait, à partir du moment où en local, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer WordPress. Vraiment, gardons en tête que le WordPress, c'est un logiciel, il a besoin d'être installé. Une fois qu'il est installé, il arrive avec un thème de base qui s'appelle 23 maintenant. Chaque année, il change de nom. Et ce thème de base, honnêtement, va vous permettre très difficilement de faire quoi que ce soit. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, on continue à bosser en local. Parce que moi, j'ai bossé en local. Mais si vous avez installé le tout sur votre nom de domaine, hébergement, etc., vous bossez sur votre nom de domaine. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette partie installation, achat, nom de domaine, etc., on le fait une fois au début, on grogne un peu parce que j'avoue que quand on n'est pas tech, c'est pas ce qu'on préfère faire, mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'y revient pas. Une fois qu'on a fait ça, c'est comme si, en fait, c'est comme quand vous avez installé Adobe Photoshop sur votre ordinateur, vous le réinstallez pas tous les matins quand vous l'allumez, vous voyez. Une fois qu'il est installé, il se met à jour de temps en temps et puis vous continuez à bosser dessus. Là c'est quasi la même chose, sauf que c'est installé en ligne ou en local, mais en tout cas sur un serveur, quoi. De rien. Pouf. Et bien de toute façon, je suis arrivée au bout de ma presse avec un peu de retard. 45 minutes, c'est hyper ambitieux. Du coup, je termine avec deux petits cadeaux. Donc le premier cadeau, c'est que si jamais vous voulez vous envisager une formation Web My Day, on a fait un cadeau aux utilisateurs Abi ou même à ceux qui étaient là aujourd'hui. Donc avec 10% de réduction sur la formation, que vous utilisiez un financement ou pas. Donc ça, il suffira soit de le dire au téléphone à la personne que vous avez, soit de mettre le code ABI10 quand vous faites une demande. Et le deuxième cadeau, alors là pour le coup c'est un vrai cadeau, c'est le jeu concours du coup qui sera lancé, alors si je dis pas de bêtises Lou, juste à la fin de ce webinar. Dans l'après-midi, oui, ça sera lancé là. Dans l'après-midi, quand nos deux loups, parce que oui, chez Web My Day, elle s'appelle Lou aussi, quand nos deux loups auront lancé la machine, donc côté Web My Day, vous avez à gagner le e-learning de la formation WordPress, 35 heures de vidéo, même un peu plus d'ailleurs honnêtement, à valeur de 500 €. Et chez Abi, vous avez à gagner un abonnement pro pour 1 an. Donc le jeu concours se passe sur Insta et il y aura juste un petit commentaire à mettre sous le post et vous pourrez évidemment le partager en story. Donc peut-être qu'on peut mettre nos deux liens Insta en commentaire si jamais vous ne nous suivez pas encore. Voilà. Et bon du coup moi je suis arrivée au bout de ma présentation. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Je peux rester encore 3-4 minutes s'il y en a qui ont des dernières petites questions. Autrement, je suis toujours disponible sur LinkedIn, n'hésitez pas, ou directement par mail. Donc je vous ai mis mon mail là-haut. Si vous avez des questions sur votre site, sur la formation, besoin d'un conseil, voilà, n'hésitez pas, vous avez mon mail, mon LinkedIn, et puis comme dit, s'il y a 2-3 questions avant que tout le monde parte manger, n'hésitez pas. Alors Jean-Marc demande si on aura le droit à un replay. Alors oui, je crois que Lou ou Léopoldine enregistrait le webinaire, donc on va vous envoyer ça sans souci. Oui, j'ai enregistré, en espérant que Lou me fasse pas faux bon, mais normalement ça devrait être bon. On a une question de Mélanie. Divi intègre-t-il le plugin WooCommerce de base? Alors, non. En fait,
fait, aucun thème n'inclut aucun plugin. C'est vraiment deux choses très différentes. Un peu comme sur ton téléphone quand tu as iOS, bah, si d'ailleurs il vient avec quelques applications, mais dans l'idée il va pas venir avec l'application WhatsApp. Tu vois, faut vraiment voir plugin comme application, donc petit logiciel qu'on va venir rajouter dans WordPress et thème moteur. Par contre, tu peux partir sur Divi, installer WooCommerce, qui est un plugin gratuit, qui est le plugin de référence. Et par contre, ce qu'a fait Divi pour WooCommerce, qui est vraiment top, c'est qu'ils ont créé des modules spéciaux WooCommerce. Donc les modules, c'est ce que j'ai ajouté tout à l'heure, images, boutons, etc. Et en gros, ils en ont créé une quinzaine, vraiment spécialisés e-commerce. Donc prix, ajouté au panier, tous ces trucs-là. Ce qui est top parce que avant ça, c'était vraiment difficile de venir modifier les pages e-commerce, les pages panier, les pages validation de commande, etc. Et là ils l'ont super bien géré. Donc pour le coup, Divi et WooCommerce vont super bien ensemble maintenant. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez même prendre la parole, hein, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans le chat. Prenez la parole et posez toutes vos questions tant que Léo Codine est là. Et bah, bonne journée Mélanie, bonne journée à tous ceux qui nous quittent. J'espère que ce webinaire vous a plu et puis qu'il vous a été utile surtout. Et comme dit Léopoldine, n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions. On sera disponible sur LinkedIn. Yes, alors je me remets au milieu. Ok, super. Bah, merci à tous. Effectivement, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas s'il y a besoin de quoi que ce soit. Ça fait 7 ans que j'aime parler de WordPress, donc ce sera toujours avec plaisir. Et puis bah, donnez-nous de vos nouvelles. Et puis bah, je serai contente de vous voir participer au jeu concours. Pour info, la formation WordPress, c'est moi qui l'ai tournée. Donc si vous aimez ma voix, ça vous plaira si jamais vous gagnez le e-learning. Merci à tous.